Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre fantastique émission cinéma, que vous êtes 2 ou 3 à suivre, donc en fait je devrais tutoyer peut-être bonjour à toi qui nous écoute. Et aujourd'hui on va parler de Blade Runner, le film de Ridley Scott, sorti en salle en 1982, et qui va avoir droit à sa suite dans la semaine, suite que nous n'avons pas encore vue. Cette vidéo est un peu comment dire, une introduction. Voilà, c'est un peu une introduction. On va voir la suite demain au cinéma, normalement à sa sortie, puisque là nous enregistrons, nous sommes le 3 octobre, et d'ailleurs c'est les 50 ans de Denis Villeneuve, le réalisateur de Blade Runner 2049. Et tout le monde s'en fout. Joyeux anniversaire Denis Villeneuve, voilà, tu es très beau. C'est vrai qu'il est beau et il a un joli accent québécois, franchement. Moi, je suis pas d'accord. On verra ce qu'il a fait de Blade Runner. Alors si vous voulez, on fera un autre enregistrement sur un autre podcast sur Denis Villeneuve lui-même. Et est-ce qu'il est vraiment si beau que ça? Est-ce que voilà. Alors messieurs, on va commencer peut-être pour les gens qui n'ont pas vu Blade Runner. Ça va spoiler sec, sèchement et nerveusement. D'insulter les gens qui n'ont pas vu Blade Runner. Peut-être après. Donc, si vous n'avez pas encore vu ce film, ben, on vous conseille pas de regarder la vidéo et d'aller voir ce film. Ça, on vous le conseille énormément. Oui, voilà, l'avis est assez unanime entre nous trois sur ce film. Et on va commencer du coup quand même par un petit résumé pour peut-être des gens qui l'ont pas vu depuis un certain moment, juste remettre les choses au clair. Et est-ce que qui veut faire le résumé? C'est moi qui Nicole alors. Allez, Gwenal est délégué au résumé. Allez, allons-y. C'est tout simple. L'histoire Blade Runner donc est un film de science-fiction dans lequel on voit Descartes. Il faudrait préciser, excuse-moi, le sous-genre. Non, on en parlera après. Moi, c'est exactement mon avis est basé exactement là-dessus. Tu vas beaucoup trop. T'es viré. Non, du coup. Donc l'histoire nous parle de Descartes qui est un Blade Runner à la retraite, c'est-à-dire il chasse des réplicants qui sont des androïdes voilà, créés par des sociétés comme la Tyrell par exemple. Et dans notre histoire, il y en a plusieurs, il y en a 5 si je ne m'abuse, qui se sont fondus dans l'équipe de la Tyrell Corporation. Et donc la police est à la recherche. Ils sont échappés de Mars en fait. Voilà, ils sont échappés d'une colonie qui est notamment avec des réplicants. Ils se sont cachés parmi les humains dans la société, donc la Tyrell Corporation. Et la police engage Descartes, donc, qui était un ex-Blade Runner, pour refaire son travail, c'est-à-dire chasser les réplicants. Et donc, parcours initiatique, quête de l'humanité, nous en saurons beaucoup plus. cette brave conversation. C'était 90, c'était quoi 66 minutes inside. Ouais, voilà, très bon résumé. Comme d'habitude, Gwendal, tu nous as régalé, tu as élevé nos esprits vers notre on va donner le brevet d'ailleurs. Voilà, tu as le brevet. Très bien. Un autre personnage qui a le brevet ici, c'est Quentin. Il faut juste préciser que ça se déroule à Los Angeles. Et il faut préciser que ça se déroule à Los Angeles. 2019. En 2019. Donc il va bientôt. Dans 2 ans. Dans 2 ans, c'est la merde, les enfants. Dans 2 ans, c'est bon. Donc rapidement, juste préciser en fait le contexte futuriste, historico-futuriste, comme dirait Marine Le Pen si elle était présente. Il n'y a pas moyen. Va à l'essentiel. Voilà, donc le contexte historico-futuriste, c'est que ça se déroule donc en 2019, dans un futur proche. Là, on va peut-être pouvoir parler du sous-genre justement maintenant, rapidement, avant de passer. J'ai vraiment tout un truc dessus parce que je vous demanderai de respecter le plan, messieurs, tout de même. Je vais parce que mais on n'est pas aux grosses têtes, Laurent. Mais en fait, on fait ce qu'on veut. J'aimerais qu'on procède de manière du plus anodin au plus intéressant, d'accord? Donc on va parler de, déjà, comment est-ce que vous l'avez découvert ce film? Parce que bon, ben nous, à part Gwendal qui est de la génération qui a découvert ce film au cinéma... Et oui. Voilà, ben nous on l'a découvert de façon, d'habitude c'est via le streaming. Moi je l'ai vu en DVD à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans. Et à l'époque, tu te souviens à peu près de ce que tu as fait ce film à 10 ans? C'est un peu compliqué la question, mais... Il fait partie de ces films qui... C'est pour ça que c'est un film culte, parce que c'est un film qui marque ton premier visionnage. Une très forte identité, et moi c'est surtout... Bon, même si j'avais pas tout compris, évidemment, j'ai 10 ans, toute la portée philosophique, bien sûr, mais... c'était surtout le visuel, la musique, l'atmosphère surtout que j'avais trouvé. Et bien sûr toute la séquence de fin m'ont vraiment marqué au fer rouge, vraiment. D'accord. Énormément marqué. D'accord. Et tu l'as revu quand dernièrement en avril, c'est ça? Ouais, non en mai. En mai, donc c'est assez récent comme expérience. Gwendal, comment tu l'as découvert toi ce film? Alors moi c'était il n'y a pas si longtemps que ça devait être il y a 4 ans je pense. Pas tout plus. Et en fait je faisais une sorte de
comment dire, d'anthologie des films néo-noirs en fait. Donc c'est à peu près à ce moment-là. Néo-nazi ou néo-noir? Néo-noir, j'ai dit néo-noir. Hein. Fais très attention. Alors, on va faire attention aussi. Ça, je l'ai fait l'année d'après. C'est Enfin bref, du coup j'avais découvert à peu près dans la même période Chinatown, le film aussi Kiss Kiss Bang Bang, tout ça. Tout simplement parce que sur Google, quand tu tapes néo-noir, il y a Blade Runner dedans. Et donc à un moment donné, bon, j'avais entendu le Fossoyeur de film en parler, beaucoup de revues de cinéma en parler. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, il est temps maintenant pour moi de voir Blade Runner. Et effectivement, pareil que Quentin et pareil que toi Maxime, je pense, c'est vraiment une expérience qu'on n'oublie pas, qui marque. Donc je l'ai vu 4 fois aujourd'hui et la dernière fois que je l'ai regardé c'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Quant à moi, ben, c'est très particulier d'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai tenu à ce qu'on fasse cet enregistrement, c'est que je l'ai découvert donc il y a 2-3 ans, 3 ans je pense, 3 ans clairement, dans des conditions peut-être un peu compliquées, c'était en streaming sur mon ordinateur, mais bref, c'est pas dans une très bonne qualité, etc. On m'avait beaucoup vanté le film, disons que j'avais reçu des avis vraiment très positifs, et peut-être que c'est pour ça aussi, à force de me répéter que c'était un chef-d'œuvre, j'ai peut-être aussi, comment dire, une réaction un peu par rapport à ça, de contradiction. Et sur le coup, ben, j'ai pas vraiment aimé l'expérience. J'ai pas trouvé que c'était un mauvais film, je trouvais que c'était même plutôt un bon film, mais j'ai trouvé qu'il était surestimé par rapport à ce qu'il était. Et j'ai trouvé ça notamment prétentieux, un peu long. Je voyais pas trop où voulait en venir le film avec le personnage de Descartes notamment. Et il y avait plusieurs scènes qui me laissaient un peu perplexe. On en reparlera, hein, voilà. Notamment certaines scènes avec Rachel. Et donc voilà, j'en étais resté là. Et puis j'ai vu les bandes annonces de 2049, celui qui va sortir. Je me suis un peu intéressé au projet. Et je me suis rappelé de cette musique, de cette ambiance, et je me suis dit quand même, il y avait quelque chose quand même avec ce film, parce qu'il y a des films que, d'habitude les films que j'aime pas, je les oublie très facilement, mais vraiment très facilement, ou des films qui me laissent indifférent. Mais Blade Runner, il y avait quand même un souvenir en moi assez fort, et du coup je me suis dit, il faudrait que je lui laisse quand même une seconde chance, et puis de toute façon il faudrait que je le revoie pour ensuite pouvoir parler de 2049, donc je me suis lancé. J'ai trouvé un bien meilleur lien streaming en très bonne qualité. Je l'ai écouté, le film aussi, avec un bien meilleur son, et j'ai été totalement pris dans l'ambiance. Et là, ben, ça m'a sauté aux yeux, hein. J'ai pas vu les 2 heures passer. Et du coup, ben oui, là, voilà, c'est vraiment un gros retournement de veste pour ma part, et c'est vraiment bizarre, hein. Même moi j'ai du mal à l'expliquer. C'est un très grand film. Un film qui m'a profondément marqué, un film qui a influencé et c'est là que je m'en suis rendu compte, qui a influencé de nombreux réalisateurs derrière lui. J'ai lu quelques articles après qui disaient que c'était un des films les plus influents de ces dernières années. Et j'ai trouvé qu'il y avait un travail énorme à tous les niveaux. Et donc voilà, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est un excellent film, si ce n'est un chef-d'œuvre. Un film qui a marqué l'histoire du cinéma. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je pense que maintenant vous connaissez à peu près tous notre lien avec ce film et qu'on va pouvoir en parler un peu plus profondément. Alors, on va faire un premier retour sur votre avis général sur le film. Alors on va vous laisser, je sais pas, 2-3 minutes chacun pour nous dire Je ressors le chrono parce qu'il y a des abus après. ce qui vous plaît dans ce film, ce qui fait que pour vous c'est un grand film. Et voilà, lançons-nous. Quentin, tu commences? C'est parti. Non, je vais plutôt laisser Gwendal d'abord. D'accord, Peut-être réagir à son avis justement. D'accord, alors Gwendal, tu commences, allons-y. Alors, pour moi, c'est assez évident, c'est sûrement le film le plus important des années 80. À mon avis, le meilleur. Objectivement, là c'est vraiment très objectif quand même. C'est le meilleur en point de vue esthétique. Et c'est un film qui est révolutionnaire. Il y a Coup de cœur de Coppola aussi. Tu as vu Coup de cœur? Non, je l'ai pas vu. Voilà pourquoi Gwendal était dans la merde quand Quentin lui a dit. C'est un film qui est extrêmement important, qui révolutionne le décor, qui apporte quelque chose au domaine des effets spéciaux qui est assez immense, qui invente à peu près, je dis bien à peu près parce que c'est pas nouveau, c'est pas Blade Runner qui amène l'esthétique cyberpunk. C'est Blade Runner en quelque sorte qui aussi réinvente le néo-noir, donc le film noir.
C'est des acteurs qui sont excellents. Harrison Ford, je suis assez fan de sa carrière d'acteur. Après, on parlera d'Harrison Ford, l'analyste de films. Oui, ouais. Bon, Ridley Scott, j'ai un très gros respect pour sa carrière avant les années 2010. Parce que, avant G.I. Jane. Exact, en fait c'est ça. Où là, c'était en fait baltringue, parce que j'aime bien ce mot, finalement. Voilà, Ridley Scott est actuellement un baltringue. Mais grand respect pour cette carrière qu'il a quand même. Il a fait beaucoup de films, dont certains sont aussi d'autres chefs-d'œuvre. Je parle Alien notamment, bien sûr, pour rester dans la science-fiction. Et puis c'est Blade Runner, c'est quand même un film, et ça c'est important, c'est un film qui laisse réfléchir sur la fin et qui laisse avec des questionnements. Donc c'est une expérience cinématographique qui s'arrête pas aux 2 heures de film, et ça c'est toujours assez incroyable. Et donc ouais, c'est vraiment un film majeur. Il fait partie de mes 3 films de science-fiction préférés. Les 3 films les plus importants pour moi, c'est Starship Troopers, Blade Runner et Star Wars le premier épisode. Pas épisode 1. Non, un nouvel espoir. Là, attention. Ouais. Un nouvel Surtout pas cette merde de 2001 lycée de l'espace, n'est-ce pas? Non, mais ouais, mais j'ai du mal à quand même le mettre dans la science-fiction pour des raisons. C'est-à-dire qu'il va de la préhistoire au futur, donc c'est plus le film dit sur l'histoire qu'un film de science-fiction pur et dur. Alors ça c'est juste notre débat, si vous voulez on fera un truc sur 2001, c'est intéressant. J'aime bien 2001, c'est un des plus grands films de l'histoire de l'humanité de 2001. C'est super intéressant de parler de 2001. Pour moi, 2001 le cinéma, c'est des grosses de 2001. Lascaux du cinéma pour moi. Ouais, c'est le genre de formule un peu facile. Ouais, je comprends pas. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a On aucun va revenir sur Blade Blade Runner. C'est très bien, Godot, tu nous as donné ton avis en à peu près 2 minutes 30. Ouais, l'autre il a parlé aussi, Vincent. Avec l'autre qui a parlé, Vincent. Quentin, vas-y, parle, comme ça je vais réagir à ton avis. Ça va être difficile de passer après Gonas, qu'il a dit en fait quasiment tout ce que je pense sur le film. En tout cas, moi personnellement, voilà, en prenant vraiment aspect par ce que j'adore dans Blade Runner avec ce genre d'œuvre, tout simplement, c'est à tel point, c'est un émerveillement des sens, mais aussi du sens. Voilà. D'accord. J'ai été éduqué au cahier du Donc cinéma. à la fois, Effectivement. donc en gros à la fois sur le fond et sur la forme, Justement, tu es totalement séduit. La forme et le fond est tellement en parfaite adéquation, en fait, tellement dans une harmonie. Et c'est pas forcément évident dans un film, la preuve avec Mozart dont on a parlé l'autre fois. Tout à fait. Et c'est vraiment l'archétype du film que je pense que beaucoup de cinéastes devraient en prendre de la graine. Parce que c'est vraiment cette harmonie parfaite entre le fond et la forme qui font ce tout. Vraiment, c'est un film univers qui arrive. C'est un film qui a un propos qui finalement est simple, vraiment qui n'est pas si complexe que ça, qui est beaucoup moins complexe que d'autres films de SF. Et je trouve qu'il le traite avec beaucoup de justesse, beaucoup de talent. Et en même temps, voilà, il laisse beaucoup à la réflexion a posteriori de la vision du film. Hein. On y réfléchit. On y réfléchit après. C'est vraiment une œuvre qui hante tout simplement grâce au visuel vraiment hors du commun, à la musique assez hallucinante de Vangelis, qui est une de mes BO préférées de film. C'est la musique qui est en fond d'ailleurs, hein, Oui, si vous l'entendez. Exactement. Et puis les acteurs que j'ai toujours trouvé, parce qu'on parle assez peu des acteurs dans les films de SF, enfin les films de genre généralement, on oublie un petit peu les acteurs. C'est vrai que c'est. Et même si Harrison Ford a ce côté un peu monolithique dedans, mais c'est par rapport à son personnage, c'est tout à fait raccord, il le joue très bien. Mais moi, bon, c'est surtout, je pense, Roger Hauer qui est vraiment dans le rôle de sa vie, que j'ai trouvé assez incroyable personnellement. Il est assez pastrouillant. Voilà, il est dans un autre monde. Hein, oui, totalement. Wow. C'est extraordinaire, mais justement parce que là, il fait plus qu'incarner être humain, on voit qu'il incarne quelque chose de différent. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Assez incroyable. Mais aussi ceux auxquels on ne pense pas au premier abord, comme Daryl Hannah par exemple, qui joue Iris ou Driss, je ne sais plus son nom. Iris, oui, la petite copine de Roger Hauer. De Roy Betty dedans. C'est Roy Betty, ce personnage de Roger Hauer, qui elle aussi est très bien. C'est elle qui joue dans Kill Bill d'ailleurs, qui joue. Oui, qui joue l'infirmière. La Borgne dans Kill Bill, voilà. Mais donc, oui, donc à tous les niveaux, c'est vraiment une œuvre extrêmement importante pour l'histoire du cinéma. C'est un des films des années 80 les plus importants, les plus. J'ai pas grand chose à dire à part que c'est un classique, c'est une œuvre qui sera un émerveillement des sens, vraiment, c'est une œuvre qui vous marquera visuellement, sonoristiquement, mais c'est une œuvre qui pousse à la réflexion et c'est très beau, n'est-ce pas? Et juste pour finir, c'est, je dirais que, et c'est ça qui est assez fascinant, c'est pourtant une œuvre qui est très ancrée dans son époque, parce que c'est une des œuvres qui a fondé le cyberpunk, qui était fondé par le roman Neuromancien de William Gibson. Mais c'est au niveau du cinéma celui qui a fondé le cyberpunk. Et vu qu'il a vraiment des partis pris esthétiques très tranchants, on aurait pu croire que c'est une œuvre, et il arrive bientôt à comment dire,
à expiration, j'ai envie de dire, dans 2 ans, hein, mais c'est pas une œuvre qui est kitsch, loin de là, justement. Je trouve qu'elle est extrêmement bien vieillie, et même maintenant, bah, il pousse toujours, ça c'est hallucinant, il pousse toujours à la réflexion, à l'imagination, toujours maintenant. Et ça, c'est vraiment assez incroyable. Donc, Oui, toi, oui, Maxime, il a inspiré énormément de monde. Merci Quentin. Merci d'être là. Pour revenir, merci d'être là, merci d'être toi. Voilà. Pour revenir sur Blade Runner, waouh, Je me sers du jus d'orange. tu te sers du jus d'orange, très bien. Les gens ont le droit de savoir. Les gens vont savoir. C'est pas facile forcément d'en parler. C'est vrai que voilà, j'aimerais rebondir sur le fait que vous replaciez ce film dans le contexte des années 80. C'est vrai que les films des années 80, ce dont on se souvient le plus, c'est surtout des films qui ont marqué le genre du blockbuster et du blockbuster de la science-fiction et du film de grand divertissement qui... Comme Howard the Duck, par exemple. C'est exactement ça. Chef-d'œuvre. Non mais disons des films qui ont comment dire, qui ont été des amorces de ce qu'on a aujourd'hui au cinéma hein, en tant que blockbuster. Donc on se souvient des Terminator, des Retours vers le futur, des Indiana Jones, Oui, bien sûr. Star Wars aussi. la fin des Star Wars. Voilà, les années 80 ça a été notamment très marquant sur ça. Moi, je veux juste rappeler qu'à la base, Blade Runner, la version au cinéma, est un blockbuster comme les autres. Hein. Oui, non mais je je peux finir. Non. Bon, alors, bon ben d'accord. Et c'est vrai qu'on se souvient surtout de ces films-là qui sont des films très portés sur l'humour, beaucoup sur le divertissement, des films qui ont leur intérêt aussi. Hein, franchement, je crache pas dessus, je les adore. Mais Blade Runner, il y a quelque chose en plus, justement dans cette dimension, c'est un blockbuster de science-fiction, mais il a quelque chose en plus, quelque chose de très travaillé à tous les niveaux, de très profond finalement, de beaucoup plus profond. Et c'est un film qui prend son temps, je trouve. qui prend son temps aussi au niveau du rythme, là où le blockbuster de cette époque adopte un rythme un peu effréné, ça fait partie du divertissement, hein, d'avoir ces rythmes assez... voilà, on a pas mal d'action, on a pas mal de... C'est peut-être une des choses d'ailleurs qui a fait que lors de mon premier visionnage j'ai été un peu perplexe. Mais là au second, sincèrement, avec tout ce que j'ai vu, notamment voilà, le film noir, tout est condensé en fait dans ce film, c'est impressionnant. Tous les paramètres de mise en scène sont maîtrisés en tout point. Évidemment la lumière et les ambiances, évidemment tout ce qui est même gestion du décor et des figurants, cette ville vraiment surpeuplée, étouffante. Voilà, le cadrage qui va avec la lumière, hein, parce que finalement une bonne lumière c'est comment on la fait mais comment on la filme aussi. Et l'ambiance sonore, d'une part évidemment avec la musique de Vangelis qui est une BO, mais même là par rapport aux autres blockbusters de cette époque-là qui sont des héritiers directs de Star Wars dans le sens où ils proposent principalement des symphonies. Là, on a quelque chose de totalement différent au niveau c'est pas si étonnant par rapport aux années 80 parce que c'était l'époque des synthés. De l'influence sonore, oui. Bien sûr, mais on aurait pu, et je pense que c'est parce que le film n'avait pas été super bien reçu, me semble, par les spectateurs de l'époque, parce qu'ils s'attendaient surtout à voir Harrison Ford dans un rôle un peu à la Han Solo Non, et à la Jones. la critique l'a démonté, mais le public a bien aimé. Très rapidement, l'a remonté. Oui, il est devenu culte rapidement, hein, le public était très très mitigé. États-Unis et Donc, c'est Europe, ce que- ça a assez bien marché. Mais commercialement, c'était un semi-échec par contre. Ça, je ne sais pas. Commercialement, parce qu'il fait partie de ces films cultes, ces grands films comme Fight Club, comme The Big Lebowski. Voilà, qui sont devenus plus... Voilà, parce que après. commercialement, il a à peine remboursé son budget en fait. D'accord. Donc ouais, voilà, j'avais dû voir quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est vraiment un film qui est en marge par rapport à ce qui se fait à cette époque-là. Et voilà, enfin, c'est une expérience à tous les niveaux. Voilà, aussi bien au niveau du côté purement sensitif que du côté de la pensée, de la réflexion. Et voilà, c'est ce genre de film qu'on aime beaucoup parce qu'ils sont à la fois bien écrits, bien faits, mis en scène. Et voilà, Blade Runner c'est super. Et j'ai hâte de voir ce que ça donnera 2049. Moi j'ai des espoirs. Après, on verra bien. Je pars sans être victorieux ni sans être défaitiste. Franchement, j'ai envie de me faire De surprendre. toute façon, c'est pas vraiment important.
Non, Parce de que toute façon, ça ne changera pas. Blade Runner. Ça ne changera pas Je suis d'accord. les qualités du premier film. Tellement lointain de toute façon dans le temps. Voilà. À la limite, on fera comme Indiana Jones 4, on l'ignorera. On dira, voilà, ça n'a pas existé. Voilà. Indiana Jones 4 était plutôt pas Ouais, mal. ouais, hein. je suis- là, Alors tu là, vois, pas le- du tout. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec sympathique, vous. dans l'air du temps. Mais ça ferait une. Ouais, bon, on va en parler. Non, tiens, ouais, une non, bonne mais- demi-heure. Voilà. Ouais, elle est pas mal. quand même. Non, voilà, D'accord, je il passe. le trouve vraiment pas fou. Ouais, c'est pas un bon suppositoire. C'est le pire. Exactement. Ouais, c'est un gros exactement ça. suppositoire ouais, qui fait mal au cul. Donc voilà, on va commencer avec toi Quentin et tu vas nous resituer un peu Blade Runner. Enfin, tu vas nous resituer le livre de Philippe K. Dick Adaptation. et Blade Runner. projet. Voilà, tout ça. Ouais, à la base. Tu as 25 secondes. À la base, en fait, tout simplement, tout d'abord, le roman dont s'est adapté Blade Runner ne s'appelle pas Blade Runner, hein, c'est un Non. nom évidemment, qui est en référence à la profession du personnage principal. En réalité, il s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Alors, c'est un titre très long, très particulier, très original, très étrange, hein, mais qui est tout à fait raccord avec le fond de l'œuvre. Parce que ce livre n'a pas été écrit par n'importe qui, il a été écrit par Philip Kindred Dick, qui est un immense Je sens pas l'air. gigantesque, que dis-je, monstrueux génie de la science-fiction. Voilà, qui est un écrivain qui a surtout officié dans les années 60-70, dans ces deux décennies-là, qu'il est mort en 82, juste avant la sortie au cinéma du film Blade Runner, qu'il avait d'ailleurs beaucoup apprécié. Il avait beaucoup apprécié le film, parce qu'il avait pu le voir en projection privée. Tu m'as dit que Mais- il avait apprécié dans le sens où c'était pas une adaptation fidèle, mais une adaptation Mais- qui avait réussi à exploiter un des aspects de son Un roman. des aspects de son œuvre, il voilà. avait trouvé que le travail cinématographique avait réussi à sublimer l'aspect de son œuvre, il l'avait beaucoup aimé. Mais bon, bref, Kadik à la base, c'est un écrivain de science-fiction qui est spécialisé dans le sous-genre de l'anticipation. Voilà, ses plus grands classiques comme Ubik, Le Dieu venu du Centaure en sont les plus parfaites représentations. Mhm. Et les androïdes rêvent-ils de moutons électriques excusez-moi, c'est en fait la version. C'est une version du sous-genre d'anticipation, mais qui tend vers le cyberpunk, juste avant l'invention du cyberpunk par William Gibson en 80. Parce que les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, je vais pas vous mentir, hein, je me souviens plus très bien la date, je l'ai pas vérifié, mais c'est la C'est fin pas des grave. années 70, Mhm. toute fin des années 70, limite début 80. Donc finalement, l'adaptation cinématographique arrive Oui, quasiment. En fait, parce que instantanément. Kadik est quelqu'un qui vendait, comment dire, qui vendait comment on appelle droits. ça, les droits de ses romans en fait quasiment au moment où il les écrivait, une fois qu'il est devenu célèbre évidemment. D'accord, ok. Et donc le roman en soi est très éloigné du film, vraiment ils n'ont pas grand chose à voir ensemble, à part la thématique des androïdes et l'histoire principale, c'est-à-dire un Blade Runner qui doit traquer 5 androïdes considérés comme dangereux par sa hiérarchie Mhm. dans Los Angeles. Mais en tout cas, l'œuvre est très différente, déjà parce qu'il y a une thématique. Et en fait, le titre, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, ce qui est très singulier, fait en fait référence au fait que le personnage principal, Descartes, qui, d'ailleurs, la plupart des personnages tels que Roy Betty, Rachel, n'existent pas. Dans le jeu. Enfin, Roy Betty existe, mais il s'appelle pas Roy Betty. D'accord. Mais Rachel Voilà. n'existe pas. Le fameux fondateur de la compagnie, Mhm. qui s'appelle Tyrell Company, et donc bah, c'est Tyrell ni plus ni moins. Et bah, lui non plus n'existe pas, et il n'y a pas tout cet arc narratif autour de la compagnie en fait. L'œuvre tourne autour de deux D'accord. choses. En fait, l'œuvre elle est écrite de deux points de vue. Mhm. Elle est écrite comme dans le film du point de vue des androïdes. Oui. Pas vraiment leur point de vue à eux, c'est-à-dire on les voit en fait du point de vue de J.F. Sébastien. D'accord. Qui est un- Le qui a- généticien. Voilà, le généticien, qui a exactement le même rôle que dans le film, sauf que on ne le voit jamais, il n'y a pas toute la société Tyrell derrière lui. Mhm. Et on suit Descartes qui lui est marié, en l'occurrence, qui a une vie en haut des immeubles de cette Los Angeles polluée, et qui en fait donc est un Blade Runner, mais il est obsédé par quelque chose, comme beaucoup d'êtres humains dans cette société qui est devenue extrêmement oppressée par la pollution, le fait qu'il y a toujours en fait ce rêve d'aller vers Mars, en fait, de partir vers les colonies, qui est une forme de... ce qui apparaît pas trop dans le film à ce niveau-là, le fait de s'évader de cette planète Terre qui est devenue quasiment invivable, mais lui son rêve, à la base, c'est en fait d'avoir un animal de compagnie. D'accord. Les animaux de compagnie ont quasiment disparu à cause de la pollution, donc en fait ce sont des androïdes. Oui. Ça y est, dans le film. C'est à peu près abordé dans le film avec Ouais. l'histoire du serpent. Oui, mais quasiment pas, enfin c'est vraiment filigrane, c'est vraiment... En fait, on n'aborde pas le fait qu'ils aient disparu, on aborde le fait qu'il y ait des animaux créés, Oui, des animaux créés. à la manière de Oui, réplicants. bien sûr. Ouais. c'est qu'il y a de la chouette aussi. Et de la chouette, Ouais, évidemment. ouais, chouette, mais après,
dans le film, c'est vraiment. Dans le livre, c'est Oui, vraiment non, très important. je veux dire, le truc qu'il a envie d'avoir un animal de compagnie, non, ça pas du tout. Il a dans le envie film. d'avoir un animal de compagnie. Et en fait, voilà, dedans, par exemple, il a une chèvre, qui est en l'occurrence une chèvre synthétique, qui finit par mourir, tout simplement. Et en fait, il veut. Parce qu'en fait, il y a presque une forme de hiérarchie sociale qui se crée à ce niveau-là. C'est-à-dire, plus on a un animal qui est de plus en plus rare, de plus en plus prestigieux, synthétique donc, plus on a une importance sociale en fait. D'accord. Donc il se compare avec ses voisins, il y a un de ses voisins qui a une autruche, donc forcément ça fait quelqu'un de lui Ouais. comme socialement plus important. Donc lui il veut un mouton parce que le mouton est devenu extrêmement rare synthétiquement. Donc en fait toute l'œuvre il y a cette thématique de la recherche de l'être synthétique. D'un D'accord. être synthétique pouvoir pour pouvoir ni plus ni moins parce que avoir en fait ce besoin de en même temps de s'en occuper, de se sentir important pour quelqu'un d'autre, enfin pour un être, même s'il est synthétique en Même s'il est l'occurrence. synthétique. Et donc avec l'aide d'un autre Blade Runner dedans, un petit peu comme dans le film qui est interprété par interprété par Edward James Olmos, je crois dans le film, qui dans le film est un personnage quasiment tertiaire, il a une certaine importance, mais il est quand même tertiaire en termes d'apparition. Il est beaucoup plus présent dans le... Il s'appelle Paga, enfin il est beaucoup plus présent dans le livre. Et en fait, avec lui, ils vont participer à l'enquête sur les 5... C'est, contrairement au film... Enfin, dans le film, ça qui est très différent des blockbusters de l'époque, c'est qu'il n'y a quasiment pas de scène d'action. Il n'y a même pas de scène d'action, réellement. Non, Il y a- pas vraiment. C'est plus... Il y a la c'est fin, la vraiment- poursuite. La fin, c'est quand même une La saisie. fin, C'est la pas... poursuite. Mais justement, disons que c'est pas aussi une course grandiloquent. poursuite, enfin, c'est pas vraiment un combat, c'est... Ouais. Mais Même la c'est manière pas... de mettre en scène, c'est... C'est pas aussi ça que je trouve assez grandiloquent fascinant, qu'un... Oui, qu'un blockbuster classique de l'époque, Oui. c'est clair. Mais justement, mais c'est assez... Ça pète pas de assez partout, fascinant, c'est pas... C'est dans... oui, mais par exemple, quand il y a les autres réplicants qui sont retirés, non pas tués, ils ont été retirés, Oui. en fait, c'est presque une tuerie, tu vois, comme par exemple celle qui... La danseuse, enfin celle qui... Oui, prend pour une danseuse, c'est mis en scène comme... ben, Comme un un pur... abattage, voilà, une scène d'action, vraiment, un assassinat plus que... voilà, l'assassinat plus qu'autre chose. Et même le second, celui qui vient le menacer, qui est tué par Oui. Rachel. Bien sûr. Même si, là je trouve que c'est là je digresse rapidement parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, c'est en fait au niveau de la représentation de la mort de ces deux personnages est très différente, parce que la première, la manière dont elle meurt, elle va percuter les différentes glaces, il y a un ralenti, de manière Il y a un ralenti, suresthétisée je crois, oui, et c'est vraiment vrai. on saisit la mort et on saisit en fait comme la mort vraiment Il y a d'un une être sorte vivant, d'emphase autour de la mort pour... Exactement. Voilà. et on le ressent vraiment, et en fait il y a qu'elle soit qu'on nous ait dit qu'elle soit synthétique ou non, parce qu'on le voit, elle on le voit pas vraiment, Mhm. mais qu'elle soit synthétique ou non, on reçoit quand même la perte en fait de quelque chose. Oui. La Non, perte je d'un vois. être tout simplement. Tandis que l'autre c'est beaucoup plus et violent, l'autre beaucoup c'est plus une froideur extrême, froid, voilà, parce que le c'est ça. personnage en lui-même, contrairement à elle, qu'on voit que c'est un... elle a un... Ce qui... On va en reparler, mais ce qui les définit quand même, c'est leur besoin de survie. Mhm. C'est là où on voit que l'humanité commence à naître, c'est dans le besoin de survie à la base, qui de toute façon était le premier, dans l'histoire de l'humanité, les hommes préhistoriques, c'était presque leur premier sentiment, c'était le fait de survivre tout simplement. Ils se retrouvent chez les réplicants à la base, on va y revenir plus tard. Mais lui, il est beaucoup plus inhumain qu'elle, justement. Oui. On voit qu'il est beaucoup plus. Enfin, il est violent, il est très très froid. Et lui, sa mort est froide, justement, et il n'y a aucune compassion dans la mise en scène, c'est vraiment filmé comme dans un film de Peckinpah, quasiment. Et on va revenir sur Et oui, donc, Kadik. juste et revenir sur le Kadik et le Excuse-moi, film. c'était une digression, mais en l'occurrence, en fait, donc en fait, il y a avec l'autre Blade Runner, Mhm. donc ils vont enquêter, passer par différentes péripéties, et en fait, il y aura toujours. C'est là où le livre est moins subtil que le film, il faut bien le reconnaître, mais il est aussi plus profond. C'est qu'en permanence, même les personnages vont s'interroger sur eux-mêmes, parce que dans le film, il y a toujours cette interrogation. Est-ce que des gardes étaient répliquants ou pas? Et quand même, est-ce que les répliquants sont-ils vraiment? On peut se poser la question pour certains, Ouais. tu vois. Même pour Rachel, parce que Même finalement, pour Rachel, qu'est-ce qu'on a comme preuve qu'elle le soit ou pas? On n'en a aucune, foncièrement. On a Qu'est-ce qu'on Tyrell fait? qui le dit, quoi. Oui, non, mais Ouais, il y a ça. voilà, bien sûr. Ça, c'est ce qu'il Le dit, test mais bon. au début. Oui, le test aussi, mais D'accord. tout ça, après, on peut considérer que tout ça est une machination, Bien sûr. donc bref, c'est ça. Mais en l'occurrence, dans le roman, toujours en permanence, les personnages, dans des monologues ou en discutant avec les autres, vont s'interroger sur eux-mêmes. En fait, sur... ouais, tiens, la personne en face de Sur moi, leur- est-ce que je suis pas manipulé d'une certaine manière? Ouais. Est-ce que, par exemple, le personnage de Descartes finit à moi-même par douter de sa propre humanité à lui-même. Et ça a créé un aspect métaphysique qui est assez inquiétant, Mhm. très, très paranoïaque, parce qu'il se demande même est-ce que le fait que qu'ils aient fait de moi un répliquant en tant que Blade Runner, justement, c'est pas une manière justement d'être sûr que je puisse mener ma mission à bien Ouais. par rapport à tout ça. Et on voit que, et justement là c'est une autre thématique,
de l'œuvre de Kadik aussi, c'est comment dire, c'est la manière comment dire, d'augmenter les antagonismes entre classes ou entre groupes en fait. Au sein, c'est la manière pour les puissants de conserver le pouvoir sans se faisant combattre les petits. En garder la structure pyramidale. Voilà. Et la fin en fait de l'œuvre, et en fait, comme en fait, la fin du livre, parce que je vais en venir à la fin, je spoil évidemment, est assez. Elle est éloignée en même temps, elle est très éloignée quand même du film, il faut le reconnaître, c'est qu'en fait, à la fin, Descartes retrouve chez J.F. Sébastien les réplicants, il les abat tous un par un. Il rentre chez lui, et il rentre chez lui, il a la surprise, c'est que sa femme en l'occurrence a acheté un mouton. Et donc il est extrêmement heureux. Mais, et là je ne spoil pas cet aspect parce que j'aimerais que s'il y a des gens qui. Je vous recommande fortement de lire ce livre, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est qu'à la fin il finit sur une forme de déception par rapport à tout ça, par rapport au mouton justement. Il est foncièrement déçu à un point de vue vraiment profond. D'accord. Donc vous voyez, c'est quand même assez différent. Et en fait, ce qui est intéressant. À la base, en fait, le film, la genèse du film, c'est que bon, il avait vendu ses droits évidemment au studio The Lad Company. C'est ça? Oui, The Land Company. Et à la base, je crois que même, tu m'avais dit que Scorsese devait. Scorsese était intéressé par le projet, ouais, mais il voulait le développer avec d'autres gens que The Land, à ce que j'ai vu sur Wikipédia. Et finalement, c'est Ridley Scott. Allez vérifier sur Wikipédia. C'est Ridley Scott qui a fini par s'emparer du projet. On sait que le tournage était difficile d'ailleurs. T'avais pas un inférieur de développement, mais quand même pas loin. Mais en l'occurrence, Kadik, lui, a quand même participé à l'écriture du film parce qu'il a rapidement compris qu'une œuvre cinématographique devait être un tant soit peu différente du livre pour pas faire bien sûr. Il a compris l'intérêt d'une adaptation. Et quand le film est sorti, il l'a vraiment beaucoup apprécié. Il n'a pas participé, il a été co-scénariste, mais il a été consultant sur l'œuvre. D'accord. En particulier sur l'univers. Parce que ça, par contre, c'est un élément sur lequel, par contre, le film est extrêmement adapté du livre, c'est au niveau de l'atmosphère en fait. D'accord. L'atmosphère est vraiment exceptionnelle et les deux sont en parfaite adéquation à ce niveau-là en fait. D'accord, ben, si vous avez pas envie de lire ce livre après l'explication de Quentin, c'est que vous êtes bien con. Exactement. Gwendal maintenant va nous parler des versions. On reviendra limite sur le livre quand on parlera des thématiques du film. Oui. Tu pourras faire des parallèles autant que tu veux. Gwendal a vu 3 versions différentes. Moi j'en ai vu 3 différentes. Voilà. Alors parle-nous-en. Mais après c'est difficile. Alors après vérification, donc, après avoir vu le film, j'avais lu qu'il y avait 7 versions différentes. Mais en fait, sur ce sujet, tout le monde, personne n'est d'accord. D'après moi, à mon avis, il y a 5 versions officielles et 2 non officielles, donc faites par. Mais je sais pas si c'est des fans ou si c'est d'autres éditeurs qui ont racheté des droits des premiers films et qui en ont fait un peut-être, remontage. ouais, d'accord. Le problème, c'est que j'ai aucune réponse sur le net, personne ne le sait. Donc, je vais dire 5 parce que 5 c'est sûr et certain. Il y a 5 versions différentes. Et ce qui est intéressant donc avec ces versions, c'est que de l'une à l'autre, ça change exactement tout le propos du film. Et notamment cette question donc, qui est centrale, dont tout le monde a parlé, c'est est-ce que le personnage de Descartes est un répliquant ou pas. Donc les 3 versions moi que j'ai vues, c'est donc la première version, celle de 1982, donc la version ciné, donc le montage des studios en quelque sorte. Donc il y a déjà premièrement qui propose une happy end, qui en plus de ça propose des voix off pour expliciter l'intrigue au spectateur, et qui supprime totalement la scène de la licorne, et totalement le questionnement sur le fait que Descartes est un répliquant ou quoi. C'est totalement anéanti quoi. Il n'y a pas du tout de questionnement sur ça, c'est Descartes est un Blade Runner, etc. D'ailleurs, il y avait une anecdote, je sais pas si tu l'as entendu, sur que Harrison Ford avait essayé de niquer la voix off en faisant une voix off complètement pourrie pour essayer qu'elle ne passe pas. Justement. Ah, ça j'avais pas. Non, parce que... Oui, c'est Ridley Scott qui lui avait demandé justement, qui l'avait convaincu de faire ça, de faire un petit peu du terrorisme de voix off. Mais Harrison Ford en fait avait détesté l'idée en fait, et c'est pour ça que, parce que moi j'avais vu des extraits avec, c'est vrai qu'elle est totalement. Moi j'ai vu la version française donc. Bon, en tout cas, putain, en anglais elle a vraiment ce côté. Mais dans tous les cas, là vraiment, j'ai aucun souvenir du film donc je pourrais pas en parler. Mais il y a un seul truc que je sais, c'est que la voix off est vraiment, c'est de l'explication de texte quoi. Ouais, c'est vraiment de l'explication de texte. C'est vraiment didactique quoi. Voilà, c'est typiquement ça. Et à mon avis, c'est pour ça aussi que le film a énormément déplu à la critique. C'est c'est clairement. Je veux dire, il y a des montages de studio qui parfois sont pas mauvais ou sont bons. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un massacre. D'accord. Donc après, il y a la Director's Cut qui est la plus importante, donc c'est celle de 92. Donc qui ramène dans les plans de la licorne, toute la... Qui retire la voix off.
qui retire la voix off évidemment, qui met la véritable fin du coup originale, donc sans véritable happy end, même si bon, c'est pas en tout cas c'est pas du tout la même que la version ciné. Et après la dernière, c'est celle que j'ai vue le plus de fois, j'ai vu 2 fois. C'est celle qu'on a vue avec Quentin aussi principalement. Celle de 2007, mais qui a en réalité comme seul intérêt d'avoir de nouveaux effets spéciaux. Et en fait, c'est comme Ridley Scott l'avait dit au moment de la sortie du DVD, c'est vraiment, grâce aux effets spéciaux, il a réussi à faire sa version qu'il a toujours voulu faire, contrairement à George Lucas qui a bousillé ses films. Non, mais ça dépend. Ça dépend des points de vue. Sincèrement, ça dépend des points de vue. Moi, il les a pas bousillés. Si les Star Wars sont. Il n'y rien à bousiller de toute façon. Si les Star Wars sont toujours ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'aussi il a fait des mises à jour. Après, moi, un des effets qui me casse les couilles dans Star Wars, c'est évidemment le handshot first de la version DVD, qui est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Mais après, il y a d'autres des scènes rajoutées qui sont plutôt intéressantes et qui, franchement, n'altèrent pas les films mais plus qui que n'avaient ça. aucun Je intérêt. trouve que de toute façon, George Lucas avait totalement le droit de le faire. Je pense. George Lucas a le droit de faire À partir du Ça, il moment avait dit. où tu laisses à disposition les autres versions pour que les gens puissent se C'est ses mots à lui, c'est ses mots à lui, hein, comme quoi il a gâché le film avec ses effets spéciaux, c'est lui qui l'a déclaré là maintenant ces derniers temps. Très bien, mais on a le droit de penser différemment de lui. Je sais bien, mais après, c'est bien. Mais Moi je trouve pas que ce moi, je suis d'accord soit. avec lui. Mais revenons au vrai chef-d'œuvre, c'est-à-dire. Et donc de ces versions, ben voilà, en gros pour cette version c'est ça qui est intéressant, c'est que donc de la première à la dernière il y a quand même un changement flagrant, surtout le questionnement du film qui en fait quand même un film intéressant. Voilà. Et donc ça c'est bien. Et moi qui ai vu les versions, bon il ne s'agit pas de dire laquelle est la mieux, c'est un fait, c'est la dernière en date qui est la plus intéressante. Mais je trouve que c'est intéressant et si vous arrivez à la trouver, la première version ciné, Au moins très difficile à trouver d'ailleurs. Le happy end Très et la difficile. fin. La fin sur YouTube d'ailleurs. Ouais, mais c'est super intéressant de le voir quand même, ça nous montre bien ça, donc d'un côté le travail du metteur en scène et de l'autre le travail des studios, donc de l'autre raconter une histoire, de l'autre vendre un film, donc ça c'est cet intérêt-là qui volonté qui se... Et après il y en a d'autres dans les détails, j'avais lu qu'il y en avait une version où il y avait 2 plans de la licorne, ouais c'est des petits trucs, pinaillage, c'est typiquement du pinaillage. D'accord. Mais voilà, donc c'est quand même intéressant, si vous avez l'occasion de voir plusieurs versions, c'est vraiment mieux. Voilà. On va parler maintenant, ça va être le gros morceau, on va dire, des différentes thématiques abordées par le film, principalement. Et comment la mise en scène aussi illustre ces thématiques et les souligne. Par quoi on commence? Parce qu'il y a tellement de trucs. Le thème du néo noir peut-être, c'est le plus gros. On commence d'abord par le genre et puis ensuite on rentre dans des questionnements un peu plus genre sur le fond du film. Sur le fond du film. Oh, et donc le néo-noir. Est-ce qu'on peut refaire un retour sur qu'est-ce que c'est le film noir à la base? Très rapidement. Voilà, très rapidement. Faire voilà. un retour sur... Oui, bien sûr. Toi, c'est toi le spécialiste de quoi? C'est moi le spécialiste. Mais c'est toi qui voulais en parler, après on peut en parler. Tout le On monde a suivi connaît. le même cours. Là. Après voilà, donc le néo noir pour faire vite, ça c'est aucune idée de faire un film, un cours d'histoire, ça vous servira jamais à rien. Mais c'est un genre donc. Un genre qui est remis en c'est un question genre- des fois. C'est un mais- genre qui est important de le préciser aussi, qui n'est pas conscient, c'est-à-dire à une époque, donc c'est les années 40, début 50, on a toute une série de films policiers américains qui ont par la suite été classés films noirs par un Par des auteur critiques français, on s'en bat les français, couilles, c'est voilà. pas important. Ça vous servira jamais à rien à part d'étaler notre culture. Donc le film noir, ça correspond surtout à une Ça esthétique. sert de savoir que c'est pas un genre conscient de lui-même. Non, peut-être. mais c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une esthétique qui est indexée à ce pseudo-genre, du coup, qui est... alors ça passe par plein de choses, des effets esthétiques, donc on y reviendra parce qu'ils sont dans Blade Runner, des trucs tout à fait scénaristiques, le héros solitaire, La femme fatale. Voilà, femme fatale, des quêtes un peu Personnage sans espoir, toujours... Une fin toujours profondément négative. Voilà, et toujours oui. du négativisme comme ça, des enquêtes très tortueux, des histoires où on comprend pas trop ce qui se passe toujours. Voilà. Cette figure aussi de l'enquêteur, du détective privé ou du flic. Assez solitaire. Cynique, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, cynique. Cynique. Il y a aussi dans Blade Cynique ou Runner pas, ouais. le personnage du supérieur hiérarchique Oui, qui est ça, toujours derrière son bureau avec une bouteille de whisky. Ça, et
toujours. Blade Runner obéit à ce code-là. Toujours, c'était dans Assurance sur la mort, Voilà. t'as un personnage qui ressemble Mais énormément dans à tous celui-là. les films noirs, il y a cette figure, enfin pas tous, mais dans la plupart. Alors c'est rigolo parce qu'on parlait de la voix off tout à l'heure, mais c'est une des caractéristiques du film noir. La voix off réflexive du détective d'habitude qui raconte lui-même l'histoire. D'habitude, il y a une rupture temporelle, c'est-à-dire qu'on commence avec la fin et le détective qui raconte ce qui s'est passé. Et, voilà, enfin, le détective ou le personnage enquêteur, c'est pas forcément tout le temps le détective, mais ça peut être un expert en assurance ou enfin, un type qui est amené à. C'est quand même le détective privé. Qui est amené il y a aussi à jouer avec la criminalité. Voilà, il y a aussi ce qui différencie aussi le néo-noir du film noir, c'est que dans le film noir, c'est rarement des flics, parce qu'il faut pas que ce soit l'autorité non plus, ça c'est étatique et gouvernementale, ça rend toujours en importance. Et le néo-noir alors? Et donc le néo-noir, ben, en fait c'est tout simple, comme les films noirs sont des films qui se situent entre 40 et 50, le néo-noir c'est tous les films qui ont cette esthétique et qui sont après cette période, voilà c'est ça. Mais à juste titre, néo-noir on appelle quand même plus particulièrement les films noirs qui se déroulent pas dans l'époque 40-50 ou qui sont vraiment tournés récemment. Donc les plus gros films néo-noirs, c'est Chinatown de Roman Polanski, évidemment. Ouais, mais après, est-ce que le néo-noir reprend les caractéristiques au niveau du fond du film noir ou est-ce qu'il essaye de les changer ou de prendre à rebours? Ça dépend. Alors là, par contre, il n'y a pas de... C'est pour ça que moi je dis pseudo-genre, parce que le néo-noir, c'est un genre du film policier. C'est pas vraiment un sous-genre du film policier, parce que dans le néo-noir, le seul truc qui finalement fait sens et les lie entre eux, c'est la thématique policière et quelques réminiscences du genre noir. Mais au niveau du fond, c'est vrai que les films noirs eux-mêmes ont différents aspects. Il n'y a pas, comme dans certains genres, une linéarité au niveau de on va toujours parler de la même chose, et notamment la quête d'identité, c'est pas vraiment ça dans le... Parce que par exemple, Chinatown, c'est peut-être un néo-noir, mais en l'occurrence, il prend tous les caractéristiques du film noir, il les retourne complètement, il prend l'inverse. Oui, il y a ça, mais ça c'est typique de ce qu'a pu faire Polanski dans les années 70. Oui, c'est le cinéma des années 70 dans sa définition. Qu'est-ce qui fait de Blade Runner du coup un film néo-noir? Ça c'est là. On a la figure du détective tout voilà, d'abord. déjà de toute façon. Policier. Je voudrais revenir sur la pluie aussi. Ça, l'ambiance, bien sûr. La pluie qui participe à l'ambiance des scènes. Le film se passe toujours la nuit de toute façon. Toujours de nuit, ça c'est sûr. Après il y a aussi... On se demande même s'il y a un jour... On sait pas vraiment s'il y a jamais... La question se trouve, dans le livre c'est une nuit perpétuelle. Donc, là on dirait un peu ça. On dirait un peu ça. Et pourtant, non, c'est ça, c'est une nuit perpétuelle avec un éclairage qui est simplement, fait à travers les panneaux publicitaires et ces espèces de ballons dirigeables, tu sais, qui avec des projecteurs comme ça. Et ça crée une ambiance très particulière, ces projecteurs comme ça qui balayent tout. Ça fait vraiment, tu sais, comme dans les camps de prisonniers avec ce projecteur qui... Ouais. Ça crée un truc un peu... l'impression une menace, une paranoïa un peu... Oui, pas comme dans 1984 où c'est un univers totalitaire, mais là on a l'impression, justement, parce que c'est là où on voit que c'est vraiment du cyberpunk, parce que justement, le cyberpunk, c'est le mélange parfait, je vais pouvoir parler du sous-genre là, rapidement, tu vois, parce que c'est le mélange parfait en fait, entre la hard SF, l'anticipation et la dystopie en fait. Il y a le côté hard SF parce qu'il y a vraiment cette attention portée aux détails de la SF, en fait vraiment aux détails scientifiques vraiment qui sont assez importants. Même si dans Blade Runner pas trop, mais quand même. La technologie d'enquête avec la photo, ça c'est assez connu. Le système Voicamp, ouais. Après on a l'anticipation parce que ça se passe dans un futur assez proche, en l'occurrence. Et troisièmement, troisième aspect du cyberpunk, c'est l'aspect dystopique parce que c'est un univers qui a mal tourné tout simplement, qui est pas allé dans... Parce que la dystopie, généralement, c'est un monde qui a mal tourné mais qui est tombé dans une dictature. Très souvent, c'est une forme de totalitarisme ou d'oppression. Et le cyberpunk, en fait, c'est une oppression dans Divergente. Oui, et monsieur, je crois que vous avez parfois depuis jamais venir ici. C'était chez vous, mais bon... Oh non, mais putain. Parce que dans le cyberpunk, l'oppression, en fait, elle vient de la technologie, foncièrement, mais aussi de toutes les grandes entreprises qui ont pu prendre le contrôle du monde, en fait. Parce que dans le cyberpunk, il y a toujours des grandes entreprises, des multinationales qui en fait gouvernent le monde. Le monde n'appartient plus, il n'y a plus d'État
D'accord, dans c'est l'univers de Cyberpunk. le marché qui a gagné et on est dans un libéralisme total. Un libéralisme total, un libéralisme qui est devenu, qui est poussé, parce que c'est le but de la SF, c'est de pousser à l'extrême, très souvent. Là, c'est poussé dans un point de vue extrêmement malsain, en fait. Oui. Et souvent, dans le cyberpunk, il y a le transhumanisme, évidemment, où on essaie de dépasser l'humain, on essaie d'aller... Bon, là, il n'y a pas les thématiques de l'informatique dans Blade Runner, c'est plus présent dans le post-cyberpunk, encore un sous-genre, bordel de merde, ça fait beaucoup. Mais il y a quand même cette volonté de dépasser l'humain, en fait. Et là, en l'occurrence, dans Blade Runner, on est face à une œuvre cyberpunk et il y a vraiment cette atmosphère d'oppression permanente, mais qui vient en fait de... qui est pas, voilà, c'est pas un univers totalitaire vraiment, mais qui est beaucoup plus insidieux en fait, comme la société capitaliste à l'heure actuelle. Excusez-moi pour mes opinions politiques, mais bon, si vous avez un temps soit peu de cervelle, vous serez d'accord avec moi. Ok, yes. Alors le seul qui nous écoutait, il s'est barré. C'est là. tiré parce qu'il était Mais libéral. il est insoumis dans ce cas-là, il est d'accord avec Peut-être qu'il est insoumis. Je pense pas. Qu'est-ce que t'en sais? Je pense qu'il est raciste avec tout ce qu'on a Parce que dit c'est- sur le Ah, dernier parce que épisode. Bref, on C'est ton a. père en fait qui nous écoute. Yes. On termine avec le genre, du coup, la question Oui. du genre. Donc voilà, un film donc, qui reprend, un film néo-noir, clairement, qui a des thématiques et des ambiances cyberpunk aussi, des aspects, des versants cyberpunk. La question de... on va continuer dans les thématiques. Il y a la question de l'identité aussi, certainement. Ouais. L'identité, et moi ce que j'adore dans ce film, c'est aussi la scène de la rencontre avec le créateur finalement. La rencontre entre le patron de Tyrell Corporation et Roy, qui... je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui... Dans ce film-là, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, qui est extrêmement fort. C'est un film nietzschéen de toute façon. Et, Excusez-moi de sortir ça en plein milieu, mais c'est vrai, c'est un film nietzschéen. Hein. Mais Le il y a- surhomme, n'est-ce pas? il y a quelque la chose mort de de- Dieu, n'est-ce pas? Dieu est mort. d'assez Enfin, fou. au sens premier, évidemment. Et c'est pas forcément dans les dialogues, mais c'est plus peut-être dans la mise en scène, la manière dont le dialogue est filmé, la manière dont les acteurs le jouent, qu'il y a quelque chose de très dissimulé juste derrière cette scène. Parce que la scène, on la résume, hein, c'est juste qu'il essaye de savoir s'il n'y a pas une solution pour le faire vivre plus longtemps. Je sais pas, il y a quelque chose vraiment à ce moment-là, peut-être avec toute la montée en puissance du film derrière, Bien sûr. une espèce de climax à ce moment-là, où on a le répliquant qui rencontre son créateur, et le créateur qui lui dit que finalement il est limité et qu'il n'a pas pu le faire finalement totalement à son image. Mais c'est là où... C'est-à-dire qu'il lui a donné une limite de vie, mais qu'il ne peut pas faire finalement de lui un humain totalement. Je pense qu'en fait, il y a un recul qui est fait. Enfin, moi, c'est le recul que j'ai fait. Je pense que beaucoup de spectateurs ont dû faire aussi. C'est en fait dans cette scène-là, ce qui sépare, en fait, même dans tout le film, hein, les répliquants des humains. Concernant, il y a quasiment rien. Il y a quasiment À rien. part le fait qu'ils, oui, ils meurent plus Ils jeunes meurent que plus nous. jeunes. Ils ont une limite que nous, on leur a imposée. Et ils ont Comme une meilleure Dieu force. l'a imposé à... Et ils ont une plus grande On l'aurait force. imposé, on va pas ici mettre d'avis religieux, hein. On laisse ça avec un point d'interrogation. Comme Dieu nous a laissé une limite aussi. Parce que finalement, la seule personne qui peut être immortelle, c'est Dieu. C'est ça, non, mais c'est Mais ça. là, en l'occurrence, c'est pour ça que je dis que c'est un film nietzschéen, c'est parce que si ce personnage représente Dieu, il meurt. Mais c'est finalement sa création qui le tue, comme dans C'est l'œuvre ça. de Nietzsche, hein, Dieu est mort, mais c'est nous qui l'avons tué en fait, parce qu'il y a eu l'abandon de comment dire, des valeurs profondément chrétiennes en fait. Parce que D'accord. Nietzsche, il critiquait le fait que, bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais très simplement, il critiquait en fait au fait qu'à la fin du 19e, l'être humain, surtout avec la montée de l'industrialisation, la vague révolutionnaire, tout ça, enfin, tous ces événements, il y avait foncièrement cet abandon de toutes ces valeurs en fait, chrétiennes ancestrales qui, même si Nietzsche était athée foncièrement, il reconnaissait leur importance sociale en fait, pour maintenir une forme d'ordre et même une forme de morale en fait. Et donc c'est un film nietzschéen à ce niveau-là parce qu'il y a forcément la mort de Dieu qui est tuée symboliquement, même si c'est directement, mais symboliquement par sa création. Mais qui Dieu là en lui-même est déjà un être humain en fait. Oui, Là, c'est ça. c'est un être humain parce qu'en fait, justement, c'est là où c'est un film qui est très complexe, parce que c'est un film à la fois qui est... C'est un film qui... Comment dire... Je pensais à un truc tout à l'heure que je trouvais plutôt intéressant, c'est qu'en fait, à quel point... Bah, allez-y, parlez. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Alors moi j'allais rebondir. J'avais une très bonne idée, Rebondir mais sur la elle question s'est barrée. pour revenir sur Mince. l'identité et notamment l'humanité.
un aspect, une thématique importante du film, c'est l'humanité. Finalement, est-ce que l'humanité, dans la notion d'humanité, est-ce que Rick Deckard est un humain? Est-ce que les réplicants finalement nous paraissent pas finalement plus humains, plus proches de nous que lui? C'est très particulier comme... parce que leur comportement finalement il revient... Leur comportement est beaucoup plus... Alors le sens positif qu'on donne au mot humain dans notre société, dans notre langage, les réplicants sont finalement plus humains que Descartes dans ce film. Alors que c'est lui qui est censé représenter l'être humain qui chasse les réplicants, qui sont censés être les menaces. Oui, tu vois, et c'est là où je trouve que ce film, il a quelque chose en plus par rapport aux autres. Ouais. C'est justement qu'il ne tombe jamais dans le manichéisme, et même peut-être qu'il y a une inversion des rôles finalement. Oui, parce que au sens purement narratif, on nous présente ça, on prend tout d'abord le point de vue de Descartes, c'est-à-dire c'est lui qu'on suit principalement. Puis, au bout d'un moment dans le film, on va commencer à suivre les réplicants et à se rendre compte que finalement, on ne court pas après une menace, mais comment dire, c'est très particulier. Il y a un retournement des valeurs, en fait, finalement. Oui. D'un côté, il y a Descartes qui se comporte moyen avec Rachel, quand même. Il y a cette scène qui, moi, m'avait profondément marqué là, au mon premier visionnage, que j'avais pas trop compris. Voilà, celle où il l'oblige à l'embrasser et à rester avec lui. Et de l'autre côté, on a ce couple de réplicants qui est profondément amoureux, attachés l'un à l'autre, et c'est ce qui va le rendre totalement, fou à la fin. À Roy, c'est la mort de sa femme. Ouais. Et c'est d'ailleurs même pour sa femme qui cherche plus que pour lui-même, qui cherche des années de vie en plus. Oui, bien sûr. Et c'est ce que je trouve génial dans ce film, c'est qu'il y a une vraie inversion des valeurs, quoi. Ce qui est très fin, ce qui est très intelligent, c'est qu'il remet en cause en fait le terme humain. Parce que moi, c'est ça, voilà. C'est un terme que je En fait, c'est ça que je voulais pointer du doigt. C'est un terme qui peut être utilisé pour décrire l'humanité, la race humaine, mais aussi au sens, il est souvent utilisé pour être synonyme d'altruisme, tu vois ce que je veux dire. Ce que moi personnellement, qui signifie aimer les autres, plus que je trouve impitoyable comme définition, parce que c'est stupide de définir. Parce que c'est pas propre à l'humain, l'altruisme et la compassion aux autres, et l'attention aux autres, parce qu'il y a de l'égoïsme, il y a des gens qui n'ont aucune compassion pour les autres, et ce sont des êtres humains, que vous le vouliez ou non. Et il y a des ratons laveurs qui sont pas gentils, des fois aussi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, allez, voilà, on a terminé la vidéo. Et donc, le fait justement que là, ce qui compte vraiment dans ce film, il montre que ce qui compte réellement, c'est pas notre état physique, c'est pas notre espèce, entre guillemets, mais c'est nos actes tout simplement. En fait. Bien sûr. C'est les actes qui font qu'on est un être humain ou pas foncièrement. Mais là aussi je pense qu'il est assez fin parce qu'il ne veut pas stigmatiser le fait que les humains sont forcément des gens qui ont de la compassion. Et non, forcément les gens qui ont de la compassion. Et les êtres qui n'ont pas de compassion, qui sont plus mauvais, plus froids et qui n'ont pas vraiment d'émotions, sont évidemment pas des êtres humains. Il n'est pas... Non, c'est pas du tout ça. C'est juste qui montre en fait que la base de l'être humain c'est juste, comment dire... C'est vrai que les réplicants, ils incarnent vraiment en eux tout ce qu'il y a d'humain, mais au sens presque pur, entre guillemets, tu vois. Des humains et qui justement n'auraient pas eu toute l'histoire avant eux, tu vois. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Les humains qu'on voit, à part... Bon, Descartes lui-même, on peut s'interroger si c'est un réplicant ou pas, mais ce qui complique le tout, parce qu'on se rend compte qu'il est un réplicant, mais qui, lui, au contraire des autres, a été, embrigadé tout simplement par le pouvoir. Oui. Enfin, il a juste une idée, il a juste... Comme Rachel, on lui a implanté des... Voilà, lui il a des souvenirs, elle aussi, c'est métaphoriquement, donc ils connaissent le passé, donc l'histoire, et c'est ça qui les rend différents des réplicants sans conscience. Exactement, et ça, c'est ça que, après, quand j'entends des gens qui disent que ce film, oui, mais finalement ce qu'ils disent sur l'intelligence artificielle c'est super simple et tout, mais mon cul, oui, c'est quand même très profond et intelligent, bordel la queue. Enfin, il l'a dit bordel la queue. Donc, pour revenir très rapidement à ce que je disais, c'est que ces réplicants, justement, n'ont pas eu toute notre histoire, justement, ils ont ce côté pur, vu que c'est une race qui est toute, enfin une espèce, mot race, il y a encore des gens, des extrémistes gauchistes qui vont me crier dessus. Puis cette espèce, elle est toute jeune, encore, elle est toute jeune, justement, et dans ce film, on voit en fait qu'ils sont à la recherche de quelque chose en permanence. Et vraiment, ce sentiment, c'est ce que j'ai vu par rapport à eux, c'est qu'ils se cherchent, en fait, comme des adolescents, en fait. Ils se cherchent. C'est une race qui n'est pas encore arrivée à maturité, une espèce qui n'est pas encore arrivée à maturité.
et qui essaie de trouver un sens à son Et existence. c'est en ça que la rencontre avec le créateur est d'autant plus forte finalement, oui, autant et pour eux. aussi, et décevante. Et terrible. Oui. Et puis ensuite on a, après il y a plein de gens qui prennent le prisme de Freud et de Deep, tu sais, avec le meurtre du père, voilà. Le problème, c'est qu'il y a pas Mais de je mère pense pas que dans ce le soit film. forcément. C'est pour ça que c'est plus Nietzsche que. Voilà, je pense pas que ce soit forcément l'angle le plus intéressant à traiter Deep. Ah si, le meurtre du père y est, mais c'est vrai que l'image de la mère, du coup, est moins claire. Moi, c'est la chouette, je pense. C'est ça, c'est ça. C'est la chouette, la mère. Oui, c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai peut-être été un peu trop direct parce qu'il y a aussi le fait que Deep soit innocent d'une certaine manière de tout ce qui l'a précédé finalement. Mais le contexte de Deep, il est double. Oui. Aussi bien du côté de la mère. Il y a un rapport à. C'est vrai que le côté de la mère, du coup, je ne vois pas ce que ça peut être. Non, là, il y a pas donc c'est sans issue. Bon, d'accord, allez, Deep, on met de côté, voilà, on met de côté. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les thématiques du film? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais creuser? Vous avez remarqué ça, justement, tout l'aspect humanisme, mais des personnages principaux. Et moi, ce qui m'a tout de suite marqué, là, quand je l'ai revisionné, en fait, c'est tous les à côté. C'est-à-dire ce qu'est devenu le monde, finalement, ce que nous dit le film sur le futur. Moi, j'avais noté, déjà, on a mais des trucs très intéressants et parfois un peu fins. Bon, déjà, le surpeuplement, qui est évident, puisqu'il y a, à part la scène à la fin, où c'est un appartement vidé, et d'ailleurs, ça a fait tiquer les personnages, qui disent à JF, mais tu vis seul ici, alors que... L'hôtel, carrément, enfin, un immeuble complet. Vraisemblablement, le monde est surpeuplé, je veux dire, il y a du monde tout le temps dans la rue. Il y a la colonisation des autres planètes en plus, notamment de Mars. Il y a ce que beaucoup de gens avaient dit aussi, c'est tout ce discours sur pas vraiment un discours d'ailleurs, mais sur la publicité qui est omniprésente et qui même pénètre même les appartements des gens avec ces faisceaux qui rentrent chez les gens. Donc c'est la publicité du matraquage, notamment dans la grande publicité Coca-Cola qu'on voit j'ai compté 4 reprises. Voilà, le son électronique qu'on entend tout le temps. Et puis ces spots publicitaires qui éclairent la ville. Oui, et puis qui sur cette dirigeable avec les paroles, tu sais, sans arrêt, opter pour la colonisation, etc. Qui se baladent dans la ville. Ça veut dire que toute la journée, quand tu te balades dans la ville, tu entends ça, c'est vraiment du matraquage. On voit justement, parce que vu que c'est dans une nuit perpétuelle, le fait que ce soit la seule chose qui envoie parfois des éclairs, enfin des éclairs lumineux, c'est une manière de montrer que pour les gens, ils se sont complets, ils ont trouvé leur espoir dans la publicité, le consumérisme extrême et tutti quanti, là, c'est tout. Et tutti quanti. Non, c'est vrai. Et d'autres aussi que j'avais remarqué, et là, mais je ne l'ai jamais vu marquer, c'est l'intrigue se passe essentiellement à Chinatown, qui est une référence à Chinatown, à mon avis, de Polanski. Une référence plus ou moins claire, mais ça me paraît évident. Mais il y a aussi ce truc, c'est un peu bête, mais c'est là où c'est extrêmement intelligent, c'est qu'on a l'impression que dans cette ville, donc c'est Los Angeles, c'est ça? Oui, c'est Los Angeles. Il y a une surprésence asiatique, comme si on avait continué concrètement tout ce peuplement asiatique qui est partout finalement dans le monde, avec c'est quand même une des nationalités qu'on retrouve sur le plus de continents. Et en fait, on a l'impression que dans Blade Runner, c'est un aspect on a continué en fait cette finalement ça fera plaisir, c'est l'idée là des fachos, ce remplacement là, ce grand remplacement finalement de ce qu'étaient les Américains qui sont devenus à majorité asiatique, et c'est très intéressant. Il n'y a pas de discours néo-nazi ou fasciste, mais c'est intéressant parce que c'est une continuité finalement un petit peu peut-être exagérée, parce qu'il n'y aura jamais plus d'asiatiques que de comment dire après ce serait intéressant de... Par exemple, il n'y a pas d'homme noir, il n'y a pas de noir dans le film véritablement, à moins que je me trompe. Je me souviens pas, peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas un plan qui s'attarde sur... Non, mais voilà, je veux dire... Mais c'est vrai que l'Asie, en ce moment, et déjà dans les années 80, c'est un continent émergent qui connaît une croissance et un développement par rapport à l'Afrique. Là, c'est bien supérieur. Qui rattrape l'Occident et qui est sur le point de le dépasser. C'est une société qui s'est asiatisée aussi. Un témoignage de ça finalement. C'est le dessous des cartes maintenant. Non mais c'est ça. Et le fait qu'il n'y ait pas d'homme noir, c'est peut-être ça aussi le symbolisme. C'est une sorte de continuité un petit peu exagérée. Mais je veux dire, voilà, ça a beau se passer essentiellement en Chinatown. Mais Descartes mange tout le temps chinois. Un truc que tu remarqueras. Les publicités sont en chinois. Un truc que tu remarqueras, c'est qu'à la Tyrell Corporation,
c'est que des Américains. C'est que des Américains. Les gens qui sont en haut de la pyramide, c'est toujours les Occidentaux. Les Américains. Là, on est aux États-Unis. Il y a un personnage qui est égyptien, je me souviens. Lequel? C'est celui qui vend le serpent. Oui, mais lui, c'est un commerçant. Lui. Oui, voilà, c'est le commerçant. Il faut évidemment être un arabe là-dedans, les quotas. Par exemple, le patron du nightclub. Tu sais, à un moment, il rentre dans un nightclub pour aller voir la danseuse. Le patron, le riche, qui est entouré par. qui exploite tout le monde, c'est aussi un ricain. Donc il y a quand même aussi, voilà, mais c'est vrai. C'est ce que j'avais noté, mais c'est vraiment bien. Et c'est en ça que ce film est profondément subtil. C'est que en background en fait. On n'a jamais d'explication claire en fait sur ça. On a que des. C'est à nous en fait d'analyser un peu la société qu'on nous montre. Ça apparaît, mais je suis sûr que ça a été réfléchi, hein, ça. Je suis sûr que c'est pas vrai. Il y a un autre aspect qui m'a marqué, c'est au niveau en fait d'une forme de perte de repères culturels en fait dans l'œuvre, parce que moi toutes les scènes en fait qui se passent dans la rue, dans la ville, où il y a toute cette effervescence énorme où tout le monde est mélangé, il y a énormément de cultures qui se mélangent. Pas de culture, je dirais, entre pays, mais des cultures au niveau, comment dire, des culture générationnelle. On voit qu'il y a beaucoup de punk par exemple dans le film, il y a énormément de punk, on voit au niveau des coupes de coiffure et compagnie, que ce soit des punks, il y en a quelques autres, parce qu'il y a énormément de travail sur les costumes qui sont assez hallucinants dans le film, assez incroyables. Il y en a beaucoup, dans le nightclub en particulier, c'est des espèces de bourgeois décadents, c'est des espèces de bourgeois qui sont habillés de manière totalement excentrique, qui ont l'air... Et là, à certains moments, on voit qu'ils prennent une espèce d'alcool, de drogue un petit peu expérimentale, Tu vois, il y a cette espèce de mélange de toutes sortes de cultures, tu vois. Et justement, il y a un dernier truc qui vient un peu de tout ça, c'est la langue en fait. Parce qu'au tout début, quand il y a des cartes en train de manger, il y a Gaff qui vient le chercher, et non, il y a Gaff qui vient le chercher, et il y a un chinois qui est à côté qui est en train de lui parler. Non, c'est même pas, je sais plus si c'est un chinois ou pas, il lui parle, mais en l'occurrence. Ouais, il y a une autre scène où il y a des enfants qui courent. Sûrement, on pense qu'il y a des clochards dans le premier plan. Ils courent, ils parlent dans une langue qui n'est pas une langue asiatique, qui est une autre langue. Une sorte d'argot. Et en fait, il explique, parce qu'il y a Gaff, après il explique à Descartes, il lui dit, je sais plus le nom exactement, c'est une espèce de langue argotique, en fait, un mélange de plein de langues différentes, en fait, de toutes les langues qui viennent de l'immigration, plus l'anglais, parce qu'il y a un accent anglais mais avec des mots. Donc ce film finalement c'est une ordure cosmopolite. Finalement, il faut bien dire, c'est quand même une vision très très noire de ce que peut être le futur. Donc je pense qu'Henri de Lesquen ne serait pas opposé à cette vision finalement du flux migratoire. Terminons sur la fameuse question. Celle qui fait de ce film un peu la topie de Inception, hein, finalement. Celle qui fait de ce film. Qui fait que ce film on a continué à en parler après et qu'il a pu avoir cette vie suite à sa sortie en salle. Est-ce que Rick Deckard, le personnage principal joué par Harrison Ford, est un répliquant finalement ou pas? Je sais que Quentin a un avis très tranché sur la question. Moi je voulais vous poser une question, j'ai vu un truc aussi sur ça. Sur internet j'ai trouvé une théorie parallèle. Et Gwendal lui il dit qu'il peut y avoir plusieurs théories qu'il faut respecter. J'en ai trouvé une qui n'est pas la mienne, je l'ai trouvée sur internet et justement je voulais vous poser la question de savoir ce que vous en pensez. J'ai lu une théorie donc qui est d'accord pour que Descartes soit un répliquant effectivement, mais ça va plus loin en disant que Descartes pourrait être un répliquant à qui on a donné la mémoire du personnage de Gaff, tu sais, celui qui le suit tout le temps. Et je trouve que c'est intéressant parce que après il n'argumente pas trop la personne qui a écrit ça, mais après ça peut être vrai, il n'y a rien qui est vrai, mais ça peut être intéressant parce que c'est un personnage qui est un petit peu mystérieux, qui a le rôle de taxi, qui est blessé vraisemblablement puisqu'il marche avec une canne, il n'a pas de scène d'action véritable. Mais en même temps, qu'il peut avoir un rôle de chasseur. C'est ce qu'on voit dans la dernière scène. On a surtout l'impression qu'il est un chaperon. Et ça expliquerait aussi pourquoi il est au courant du rêve de Licorne. Il y a cette théorie qui le laisse aussi vraisemblablement ostensiblement partir avec le dernier répliquant. Et cette théorie-là, je trouve que c'est pas mal. Je veux dire, ça se vérifie pas forcément. Expliquer pourquoi, parce qu'à la fin, sinon ce serait juste du twist pour du twist de faire en fait c'est un répliquant et puis voilà, tu vois, parce que finalement pourquoi Gaff est-ce qu'il lui donnerait la réponse, pourquoi Gaff il lui donnerait. Ça expliquerait pourquoi lui est au courant, parce que c'est vrai que. Après, tout simplement parce que lui aussi est un répliquant et que tous les répliquants font ce type de rêve.
Ça, c'est ce Ou qui se dit peut-être aussi qu'on lui a donné une fiche avec écrit, voilà, on lui a implanté tel rêve. Le fait que, tu sais que Gaff le suive partout, soit dans ses pérégrinations, et qu'il suit ce qu'il a fait, et il sait qu'il a rencontré, qu'il a vu Roy Betty, qu'il l'a éliminé ou pas, il n'était pas sur le toit, il ne veut pas le savoir, mais quand même il pense qu'il a pu éliminer les autres et compagnie. Évidemment, si tous les Blade Runners sont aussi les réplicants et compagnie, il n'y aurait pas cette manière à la fin de laisser la licorne, et donc pour essayer de faire un électrochoc et faire comprendre qu'il y a eu un répliquant, une manière, il se rend compte que c'est le moment de la prise de conscience pour Descartes maintenant qu'il a fait tout ça, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment intéressant à ce niveau-là, tu vois. Il y a un message un petit peu, un peu social à ce niveau-là, tu vois, par rapport à une forme de prise de conscience des individus qui sont... Bon, il y a certains qui diront que c'est un peu convenu, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça dans ce film, parce que par rapport des individus par rapport au système, en fait, tu vois ce que je veux dire? Le fait qu'on ait... bon, ça c'est... Tous les films sont politiques d'une manière ou d'une autre, ça c'est pas Oui, en tous les cas, celui-là, autant que les autres, c'est vrai qu'on l'a pas abordé, mais c'est aussi une société qui est a priori plutôt contrôlée par les multinationales. Oui. D'ailleurs, la... quand elle... Ouais, tu l'as dit, mais la police semble... Enfin, il y avait un truc que j'avais noté aussi, c'est que le commissariat de police est dans la gare Union Station de Los Angeles, qui est très connue, qui est très célèbre et qui est désaffectée là pour le coup. Et c'est intéressant parce qu'on dirait que c'est du coup une police qui est devenue autre chose que l'arme du gouvernement, quoi. Donc c'est un truc indépendant. Bon, il y a beaucoup de policiers dans les rues. On est tous à peu près d'accord à dire pourquoi, à dire que Descartes est un répliquant. Il y a la question du rêve de la licorne et la fin avec la licorne. Il y a la question, ça permettrait d'expliquer aussi pourquoi il résiste aussi bien aux attaques des réplicants dans cet hôtel. Le plan sur l'œil. Le plan sur l'œil. Les photos. Les photos, évidemment, auxquelles il est très attaché. Les réplicants. Voilà. Et à quel point le film, je pense, dit que finalement nous sommes tous, comment dire, le côté répliquant, être synthétique, tu vois, finalement les êtres humains de nos jours, en fait, dans notre société, se comportent comme des réplicants, comme les réplicants de base. Parce que les 5 réplicants, ce qu'on dit, et justement c'est ça, je pense, la fin, je pense vraiment le sens profond de Blade Runner, interprétation personnelle, c'est que les 5 réplicants, que l'on dit ce sont des dangers, foncièrement, qui sont vus comme une espèce à part, qui sont ostracisés. Et on voit que c'est eux finalement les plus humains et qui essayent d'arriver à une forme de, comment on dit, d'épanouissement. Et ben ils sont justement par le pouvoir entre guillemets, ils sont stigmatisés, mais on voit que la masse, elle se comporte de manière beaucoup plus consensuelle, manipulée, dans laquelle tout le monde a un rapport d'obéissement. Rachel, elle quitte une forme où elle obéissait à un pouvoir, elle finit par quitter pour obéir, mais de manière sentimentale, tu vois ce que je veux dire. Et justement, et je pense que c'est par rapport à notre société maintenant, où ceux qui peuvent détenir la vérité entre guillemets, mais être ceux qui peuvent aller vers une forme d'épanouissement, ceux qui veulent révéler, se rebeller, ben on va les faire passer pour des êtres profondément malsains ou comme l'ennemi, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois ce que je veux dire. Alors tu vois ce que je veux dire. Essayer de les séparer du peuple, je veux dire, dans une espèce différente, tu vois. Mais c'est pour ça que je comprends moins le revirement du personnage de Gaff à la fin, finalement. Parce que lui, il est celui qui, justement, veut faire taire, finalement, ces 5 dissidents, là, Enfin, c'est pas lui directement, il participe. Il obéit directement à ses supérieurs et fait respecter la mission de Descartes. Mais du coup, il y a ce revirement à la fin, ou alors soit ça rejoint cette théorie que j'ai vue sur Internet, et du coup, en fait, je suis assez d'accord avec, que c'est vraiment pas mal. C'est vachement profond, bordel de mais du coup, c'est vrai que déjà son personnage est bizarre, et c'est vrai que son revirement final, il est vraiment très étrange. Hein. Et il pose des questions. Il pose des questions. Et c'est ça qui est bon, les amis. En fait, Gaff, c'est un petit peu le spectateur aussi du film, qui suit exactement de la même façon que nous, à part qu'il perd quelques éléments, mais c'est pas très important, puisqu'il a, on va dire, il a une forme allégorique. Il est un petit peu un spectateur conscient qui voit comment Descartes évolue. Mais comme le spectateur, il a un côté un petit peu omniscient parce que, contrairement, parce que, excuse-moi, je te coupe. Ouais, vas-y, excuse-moi. Parce qu'il y a le moment, tu sais, où ils entrent tous les deux dans l'appartement de Léon, tu sais, pour fouiller, et c'est là où ils découvrent l'écaille et compagnie. Tu te rappelles, il fait un origami, ce qui est passionné par les origamis justement, et l'origami représente un animal qui était dans le rêve de Léon. Parce qu'il est au courant aussi de ce qu'il y avait dans Léon. Et comme le spectateur, il est foncièrement. Parce que le spectateur, il voit ce qui arrive au personnage, mais il peut voir aussi ce qui se passe derrière, comme dans Halloween où t'as Michael Myers derrière qui est prêt à poignarder la femme. Tu vois, c'est le point de vue du spectateur qui voit, qui en fait a un côté omniscient et en même temps il ne peut pas directement. Il a un côté impuissant justement, le spectateur. C'est vrai qu'il agit jamais. Il amène Descartes sur tous les lieux où il doit enquêter.
Oui, comme nous aussi, parce que si le spectateur n'existait pas, il n'y aurait pas de film, tu vois ce que je veux dire. Et là, finalement, Gaff, c'est vraiment le spectateur, parce qu'il a aussi ce côté omniscient. C'est vrai. Il a ce regard qui est. Voilà, il sait beaucoup de choses. En même temps, il est impuissant, c'est pour ça qu'il n'agit pas, parce qu'il est impuissant, tu vois ce que je veux dire. Je pense, de cette manière. Peut-être ça aussi. C'est finalement lui le personnage le plus important de Blade Runner. Il apparaît, ça fait dire. Alors maintenant on va revenir sur quelques critiques négatives qui vont nous permettre de rebondir sur certains points Alors, qu'on va peut-être pas aborder. préparez-vous à prendre un sac à vomir du caca. Alors, Désolé à ceux qui ont écrit les critiques, on va vous insulter très salement. alors allons-y. Je ne comprends pas, vous voyez du génie, je vois du grotesque. Ridley Scott filme ses décors et c'est tout. Heureusement que ces décors sont majestueux, seulement quand ils prennent toute la place, ça en devient écœurant. Regarde mes jolies lumières, bonhomme, regarde ma belle dystopie, regarde mes bâtiments super futuristes tout froids. 0 sur 20 à la clip. Froid comme le film, froid comme les personnages. Pourtant, ces robots-là, ils sont plus ou moins doués d'empathie. Il y en a un qui a une colombe, ça doit vouloir dire qu'en fait, il est gentil. En plus, celui-là, il a un sacré complexe d'Oedipe. Il embrasse son papa, puis le tue. Alors ça aussi, le baiser de... Oui. Ouais. Il embrasse son papa, puis le tue. Bonjour le mythe de la Horde. Comme quoi, Freud avait raison, le complexe d'Oedipe est universel. Il y en a un qui tombe amoureuse de son chasseur, là c'est le syndrome de Stockholm, un peu. Mais on ne sait pas trop, elle Simplicité détache... intellectuelle sur 20. Mais on ne sait pas trop, elle détache ses cheveux à un moment pour mieux jouer au piano, et quand le chasseur se réveille et qu'il veut l'embrasser, elle s'enfuit. Le chasseur n'est pas content. Tiens, tu te détaches les cheveux et tu veux pas m'embrasser, salope, viens là que je te fracasse contre le mur et que je t'oblige à m'embrasser. Mais je le fais pour ton bien parce que parce que tu sais ce que... Je sais que tu le veux. La pire scène de baiser du monde, seriously. Tous les personnages sont ridicules car exagérés dans leurs traits, ils sont tous insupportables. Tac 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 tac. Non, Qui plus est, Ridley Scott ne sait pratiquement faire que des chants contre chants pendant les dialogues, éternellement long et chiant. Bref, après voilà, moi j'aimerais, c'est surtout la première partie non, qui m'intéresse. Bonne critique, je trouve. Elle parle de Deep, du syndrome de Stockholm. Non, mais c'est passé pour rigoler. Non, ça va, c'est marrant. Au moins, il explique ce qu'il aime pas dans le film. Mais sauf qu'il n'y a aucun argument et c'est quelqu'un qui a juste d'une simplicité intellectuelle terrible qui prend tout au sens le. Non, c'est clairement humoristique en plus. Pour revenir sur ce non, côté je pense qu'il l'a pensé, mais il l'a écrit de manière drôle. Mais filmer des décors pour il y a des gens qui pensent comme ça, j'en connais. C'était quelque chose qui avait fait que j'avais pas trop aimé le film la première fois, c'était que je trouvais ça assez prétentieux au niveau de la manière qu'a Ridley Scott, notamment dans les 10 premières minutes, de nous servir de longs plans sur ces décors. Pour instaurer une ambiance, c'est la base. Exactement 28 secondes les premiers plans sur les bâtiments. Oui. C'est exactement c'est l'intrigue. Mais pour instaurer une ambiance, c'est ce qu'il faut. Non, il y en a plusieurs. Au fil des 10 premières minutes, on a des retours différents quand il arrive à la gare. C'est les 3 premiers plans. Mais justement, on peut dire ça, on peut critiquer un film de prétention à partir du moment où la virtuosité de la mise en scène, des décors et de la technique, où il n'y a que ça foncièrement. Curve Atlas, c'est un film prétentieux pour moi, par exemple. Non, mais voilà, non, mais je dis mais pas que J'ai pas beaucoup aimé. Moi, c'est un film prétentieux qui tient essentiellement sur l'univers qu'il met en place, et en plus, je le trouve pas très intéressant. Mais pour le coup, Blade Runner, je veux dire, en plus, si on met pas des plans comme ça sur l'univers, on sait pas où on est. C'est une base, et en plus, il y a un énorme travail sur le type des décors, ça fait autant partie de sa mise en scène que filmer un champ contre champ. Oui. D'accord, et moi ce qui m'intéresse le plus finalement là-dedans c'est son reproche sur la pire scène de baiser du monde selon elle, parce que c'est une demoiselle qui a fait cette critique. Après moi je veux bien une demoiselle ou une dame, genre. Je veux bien comprendre que celle. Honnêtement cette critique, je la trouve plutôt sensée. Mais elle rentre chez sa mère. Cette scène là, elle est très particulière finalement. Mais je comprends qu'elle dérange. Moi elle m'avait pas choqué parce que je fais souvent pareil avec ma mère. Ah mais d'accord, excellent, yes, yes. Il est temps de le remballer. Qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends qu'on soit choqué par ce genre de scène parce que c'est vrai qu'elle est étrange. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça elle se laisse faire parce que finalement c'est. Il n'y a pas de discours sexiste à mon avis où c'est la femme se laisse invectiver à l'homme. Bien sûr que non. C'est surtout un discours sur l'humain et la machine. Ça c'est l'interprétation des pas couchés ça. Mais non, pardon, j'ai mal posé la question. Est-ce que finalement il y a quelque chose de romantique dans cette scène? Parce que dans la mise en scène, il y a quand même une petite musique qui s'accompagne. La manière dont c'est filmé, c'est quand même un baiser de cinéma qui est filmé là. C'est pas un baiser filmé au sens où on filmerait un baiser, comment dire,
si forcé que ça, tu vois, c'est un baiser où les acteurs sont proches l'un de l'autre. Enfin, c'est très particulier comme scène. Du coup, je peux comprendre qu'il y a un doute sur cette scène. Est-ce que finalement le monde comme il la force, mais c'est une vraie romance entre les deux, ou est-ce que c'est purement un viol? C'est pas, tu vois, je pense qu'un viol aurait été c'est comme représenté différemment. si tu demandes pas à ta poupée gonflable la permission pour la baiser. C'est un peu ça finalement. Est-ce que c'est un viol ou pas? Analogie de merde sur moi. Bon, du coup, Mais moi je Qu'est-ce que vous en comprends pensez ses doutes. Enfin, c'est une scène qui est est-ce très que tu spéciale. aurais dû la montrer comme ça, cette scène? Ouais, est-ce que cette scène, du coup, elle a une portée autre que simplement un viol, finalement, que... C'est pas vraiment un c'est viol. très, C'est pas un viol, elle est foncièrement très ambiguë, je pense. C'est plus dans. Comment dire, il y a la différence entre l'atmosphère qui est créée et le fond, en fait, vraiment de ce Voilà, qui se c'est passe. ça, en fait, c'est ça ça. qui est vraiment C'est ce intéressant. décalage-là qui, Le fond et qui, la moi, la forme. première fois m'avait choqué, qui a choqué cette personne, visiblement. Ouais. Mais Voilà. le décalage, c'est pas forcément une erreur. Je pense qu'elle l'a vu comme ça. Non, c'est voulu. Elle s'est peut-être dit, ah tiens, on filme un pseudo-viol de manière romantique. Il s'est trompé. Mais je pense que justement, il joue sur le décalage, Ridley Scott, oui, pour déranger. D'ailleurs, ça t'avait dérangé. Ah bah Donc, ça, c'est que c'était réussi. ça te dérange un peu, non, quand même Mais aussi, moi, le fait que- pour moi, J'avais 10 le ans, personnage de je- Descartes, pour moi, c'était pas le gentil, c'était pas un gentil. Je m'attendais à ce qu'il fasse des choses dégueulasses, comme par exemple abattre une femme de dos, par exemple, comme il le fait. Oui, comme Je m'attendais à ça. Après, donc- comment tu voulais qu'il fasse, qu'il court plus vite qu'elle, se mettre devant et Mais- tirer une balle dans la tête comme. Un croche-patte. Et après, quand elle se relève. Bien sûr. Oui. Non mais voilà, moi je m'attendais à ce genre de scène et effectivement elle est choquante. Enfin choquante. Oui. D'ailleurs, Plus regarde, choquant mais. je te rapidement que Descartes est profondément lâche dans le film tout le temps. Ah bah oui. Il tire dans le dos à l'autre. Bon, Léon, c'est pas lui qui le tue, c'est Rachel qui le bute. Ben, quand il doit attaquer Roy, il l'attend, il campe, comme on Il dirait campe. dans le Call of. C'est vrai. Il campe en Ouais. attendant de D'ailleurs abattre. il lui dit Et abattre à la un homme, fin, il dit, ouais, ce qui c'est est pas- Et à la pareil, fin, c'est le soi-disant méchant qui sauve le gentil. Il a rien Je veux de dire, c'est chevaleresque. comme tout est- Ouais, voilà. Oui. Donc à partir de ce moment-là, Oui. c'est une scène qui est un petit peu crue mais ça a du sens. Oui, bien sûr. Alors, maintenant je vais lire celle-là, c'est vraiment pour rigoler parce qu'elle est Vas-y. vraiment très conne. Allez, allons-y, parce que. Non, mais à tous les moments, c'est énorme. C'est-à-dire que même au niveau de la culture cinéma, ce gars il se trompe, mais. Alors, plus efficace qu'un somnifère, voici Blade Runner, réalisé par Tony Scott. Le type qui a fait Top Gun et Thelma et Marie-Louise. Oh, merde, Il est niqué. Attends, mais le pire, c'est que là, il dit Tony Scott, il met Top Gun, Et Thelma Thelma, et Louise, qui est Non. de Ridley Scott. il a dit Thelma What? et Marie-Louise. Il a dit Le ça. troll, c'est pas Oui. possible. Dans ce film, nous allons donc suivre les pérégrinations de Han Solo qui se fait chier comme un rat mort dans son cabanon high-tech jusqu'à ce que l'un de ses collègues, entre parenthèses un gros, l'appelle pour l'aider à neutraliser des réplicants. Les réplicants, c'est un peu comme des Terminators, sauf qu'ils récitent de la poésie au lieu de buter tout le monde et ne savent pas s'occuper décemment des tortues. Donc Indiana Jones accepte et se lance à leur poursuite dans un Los Angeles futuriste pompé sur Luc Besson et un clip des Spice Girls. Oh, que c'est sorti 12 ans Il avant. va, putain. il va croiser la route de Sean Guns, qui est aussi une réplicante, mais qu'il va quand même se taper parce qu'il a des penchants robophiles. À la fin, il tombe sur Splatch et Hitcher, qui est un répliquant feignant, sans doute membre de la CGT, ne voulant pas bosser. Han Solo les envoie au tapis, rentre chez lui et il découvre un pliage laissé par le commandant Adama, sans doute adepte d'origami. Horrifié par ce présent, pourtant c'est gentil à la base, Rick Hunter décide de prendre la poudre d'escampette avec la fille et le film s'arrête brutalement. Et dire qu'ils vont faire une suite. Ah c'est bien, C'est marrant, c'est marrant. Après, c'est du troll. Il a j'espère. beaucoup d'humour. ouais, Il a beaucoup non d'humour. mais c'est drôle. Mais franchement, c'est drôle, c'est vrai. Et à tout dernier élément très important, parce qu'il faut toujours finir sur quelque chose de religieux, n'est-ce pas? Oui, c'est bien. Vas-y. C'est pas arrêté là. Dis non, vas-y. C'est que la fameuse. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était le moment où Roy Betty se crucifiait, entre guillemets, il s'enfonçait les clous dans les mains, Dans la main. comme le Christ. C'est vrai, j'ai Comme les Christ. Comme les Christ. Et la colombe, c'est quoi la colombe? C'est la paix, mais c'est surtout le Saint-Esprit. Et la licorne, parce que j'avais fait une page sur la licorne qui dans la religion chrétienne symbolise la dualité, Le mât répliquant. voilà, la dualité effectivement. Normalement il n'y a que la Vierge ou une Vierge qui peut approcher une licorne Oui. au Moyen-Âge, et c'est un être qui est à la fois divin
Et Vierge parce qu'il n'est pas au courant de qui il est justement. Ouais, mais c'est ça, Et voilà, nous sommes des génies. c'est sur cette salve d'applaudissements que nous terminons cet enregistrement. Merci, messieurs, pour avoir parlé de Blade Runner. C'était cool, comme d'habitude. Je trouve que c'est vraiment intéressant ces discussions-là. Ça nous moi je apporte pense que à la tous. 4ème vidéo sera pas cool. Ouais, sans doute, parce En que fait, la moi, 4ème d'habitude c'est jamais cool. Je veux La dire, je suis trois, un ça mec sera sympa, mais je veux qu'à partir de la 3ème, je sois payé quand même. D'accord, ok. vas Tu payer. peux aller niquer ta race. Voilà. Voilà. Et Ensemble. eh bien, on se retrouve très vite pour parler de Blade Runner 2049. Demain soir. Voilà. Le débrief. Allez, au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir la famille.